Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Chris et Sébastien, tous deux sportifs de haut niveau. Leurs exploits sont grands, d'autant plus grands qu'ils vivent tous les deux avec un corps différent. Une faille qu'ils ont appris à surmonter. Salut Chris. Salut Marine. Comment tu vas? Bah écoute, pas mal et toi? Bah au top. Bon, ça m'impressionne, je te cache pas que je suis un peu stressée quand même. Tu pars faire du kite là? Bah écoute, avec toi je crois. Allez, bah, je vais te filer un coup de main. Ok, On y bah va. génial. Et comment t'as commencé le kite, Chris? C'est arrivé comment dans ta vie? J'ai commencé le kite au Maroc la première fois avec Bruno Le Gagnou et la planche de Franz Solry qui était un des meilleurs. C'était vraiment tout début du kite. Ouais. Et j'ai accroché. Ouais, je vois J'ai ça. tiré mes premiers bords et puis voilà, t'as vu, là on vole au-dessus de l'eau, c'est juste un truc de fou quoi. Tu poses ton aile et on en parle? Ouais. Ah, moi j'ai mis plein de sable moi. Allez, pense au duvet. T'es champion du monde de record de vitesse. Ouais. Tu peux m'expliquer un peu ce titre que t'as remporté? Et ben en fait, en 2014, j'ai décidé de me remettre au haut niveau avec le kite. Ouais. Et j'étais en Namibie pour battre le record du monde de vitesse à la voile handisport, donc toutes catégories confondues. Donc ça veut dire Bateau, tout ce qui était handisport. Ouais. Et l'année dernière, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de battre celui de valide sur 1852 mètres. Donc là, c'est plutôt de la longue distance, c'est un peu différent. Ok. Et ça a matché. Et ça a mis un peu de temps, mais un an de préparation. Et puis, au bout du compte, premier record valide battu par on va dire un rider handisport. Donc c'est Ouais. cool. Et donc là en fait tu concourais avec des gens qui étaient valides et toi t'as pu montrer que même avec un bras, et bah, tu pouvais aller beaucoup plus vite qu'eux quoi. Exactement. Donc c'est cool. Donc Ok. maintenant c'est à toi. On va faire un décollage ensemble. D'accord. Moi je vais te l'emmener là-bas et on va se mettre dans un endroit qui est un peu safe, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et Chris, toi tu es né avec cet handicap. Aujourd'hui c'est devenu une force. Comment t'as fait pour transformer cet handicap en force? Alors, ça part en fait de l'enfance. Ça part du moment où mes parents m'ont laissé faire tout comme n'importe quel autre gamin, m'ont laissé la liberté d'essayer à peu près tout. Donc j'ai fait du sport avec mes camarades, j'ai fait des études qui étaient des études dessin industriel, de mécanique, d'électronique, enfin des choses qui étaient extrêmement atypiques à l'époque, puisqu'on est d'une seule main, ils disaient bon attendez, vous n'allez pas réussir à le faire. Et finalement, en fait, tout ça a fait que derrière, pour moi, il n'y avait pas de limite. Alors aujourd'hui, c'est une force dans le sens où, comme j'avais toujours navigué sans prothèse, j'avais une déficience en fait de puissance déjà, bon ça Bien sûr. n'est pas récupérable, mais surtout de position. Et donc du coup, naturellement, j'ai travaillé plus avec mes jambes, plus avec ma tête aussi, plus avec la lisibilité sur le plan d'eau. Et donc quand j'ai essayé de battre le record du monde de vitesse valide, cette fois-ci, j'avais déjà l'handisport, je me suis retrouvé un petit peu embuté en fait. J'arrivais pas à aller atteindre cet objectif-là. Donc j'ai utilisé une prothèse, j'ai fabriqué une prothèse qui me permettait de récupérer en fait la position des valides. Mais tout ce que j'avais gagné avant, j'étais plus fort dans tous les autres domaines. Donc là, ça a matché tout de suite. Au-delà de faire des compétitions, Chris, je sens qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort en toi que tu as envie de faire passer. Ce que je cherche à donner comme message, c'est surtout l'inclusion. L'inclusion, c'est de dire on vit tous ensemble, que ce soit hommes, femmes, personnes en situation de handicap. Et finalement, c'est ce que moi je vis au quotidien, puisque je pratique avec les valides. Mais le message, il doit passer jusqu'à la société civile, jusqu'au monde de l'entreprise, et de dire que derrière tout ça, quand on embauche, par exemple, quelqu'un en situation de handicap, on ne l'embauche pas. Alors évidemment, il y a un quota une discrimination positive aujourd'hui, et tant mieux, parce qu'il faut ça comme levier d'impulsion. Mais aujourd'hui, une personne en situation de handicap, elle peut être aussi performante qu'une personne valide, voire plus performante dans certains domaines. Et
l'idée de l'inclusion, c'est juste ça, c'est de donner sa chance, en fait. Ces personnes-là, enfin, les personnes en situation de handicap, elles ont la Elles ont niaque. la niaque, elles ont Et envie d'y arriver. elles ont d'autant plus envie de prouver qu'elles ne sont pas là uniquement par solidarité. Elles ont Bien juste sûr. envie de dire qu'elles ont leur place dans la société. Est-ce que ta famille a été un vrai pilier pour toi? Alors Stéphane, mon frère, me suit quand même pas mal lors de mes expéditions. Et voilà, donc on partage beaucoup de choses, on va naviguer ensemble. Voilà, c'est mon frère, mais c'est aussi un pote. Donc, Bah, je vais aller rencontrer ton pote alors. allez, vas-y. Je vais aller le voir. Merci Chris, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, on est chez vous. Oui, C'est ici que vous avez grandi. ouais. On a quasiment débuté ici, hein, dans la baie du Kernik, à Hauts-de-Seine, à Plouescat, etc. Ça date d'il y a plus de 30 ans, tout ça. Hein. Moi, ce handicap, je ne l'ai jamais vu, en fait. Depuis que je suis né, hein, j'ai toujours suivi mon frère dans toutes ses aventures sportives. Et au contraire, ça a toujours été celui qui m'apprend. Donc ça a toujours été dans ce sens-là. Donc le handicap, je ne l'ai jamais vu. Je le vois plus facilement dans le regard des autres. Je vois l'admiration qu'il peut susciter auprès des autres kitesurfers. Je vois l'admiration que certains ont au niveau des événements sportifs. Et c'est intéressant d'avoir ce regard-là que moi je n'ai pas parce que j'ai toujours eu cette habitude De le voir comme ça, en fait. de le voir tel qu'il est, Bien sûr. sans parler de handicap ou de différence. Et comment tu l'admires, ton frère? Je l'admire comme un petit frère, je l'admire comme un spectateur de ce grand sportif qu'il est. Je l'admire pour tous les objectifs qu'il a atteints, tous ceux qui sont encore à réaliser. Je l'admire pour ses compétences, je l'admire pour ses challenges, etc., etc. Je l'admire en gros pour sa passion. Voilà, c'est un passionné, tout simplement. Qu'est-ce que tu peux constater dans ta vie que tu as pu changer grâce à lui? Et il a cette facilité de partager ses émotions. Donc, quand on est avec lui, on ressent exactement ce qu'il fait. Tu peux pas Il- tricher, en fait. Mais non, c'est comme ça, c'est que il a il te donne en fait ses compétences, son expérience. Donc oui, il y a des moments sympas et ça dure depuis bien longtemps. Ouais. Ouais. Comme Chris, d'autres sportifs ont su dépasser leur handicap pour en faire une force. Sébastien, lui, est malvoyant, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des meilleurs dans sa discipline. Le sport fait partie de notre vie. Moi, personnellement, il m'a aidé à sortir de mon handicap. Donc voilà, c'est naturel pour nous. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on fasse de sport. Ça fait partie de notre équilibre, de notre bien-être. C'est un sentiment de liberté, quoi. Après, dans la vie de tous les jours, voilà, je suis toujours tributaire de quelqu'un. Je ne peux pas conduire, je ne peux pas me déplacer seul. Donc je ne peux pas faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure à laquelle je veux. Donc ça, c'est vraiment pesant, quoi. Et quelque part, c'est la seule échappatoire que j'ai, c'est le sport, en fait. Ça c'est la descente. Doucement. Quand tu as 17 ans et demi, que tu perds la vue, bah, tes potes, ils sont en train de passer le bac, ils sont en train de passer le permis. Moi, j'avais eu mon code. Je me sentais tellement différent que je voulais plus les voir, en fait. Et je me suis enfermé chez moi. Et j'ai eu la chance d'avoir un second père, Danny Constantin, mon premier prof de judo, qui quelque part, pour moi, m'a sauvé, quoi, parce qu'il est venu me chercher un jour. Il m'a dit, écoute, Seb, t'arrêtes tes conneries. Maintenant, tu viens avec moi et tu vas refaire du judo. Et il m'a forcé, il m'a remis sur le tatami. Au début, je suis resté comme un imbécile au milieu, là, planté comme un poireau au milieu d'un champ, là. Et je regardais les potes, ils couraient autour. Et au bout d'un moment, il y en a un qui m'a tendu le bras. Je me suis accroché et j'ai commencé à courir. Et je me suis rendu compte, tiens, c'est encore possible, je peux encore faire des choses. Et là, je me suis dit, voilà, maintenant, tu as deux choix, quoi. Soit tu restes comme t'es et que tu restes bien con comme t'es, là, parce que j'étais vraiment devenu le roi des cons. Et soit tu te prends en main et tu essayes de faire les choses le plus normalement possible, quoi. Ça, c'est la médaille des Jeux, ça.
Médaillé d'argent aux Jeux paralympiques de Sydney, puis de bronze à Athènes, Sébastien gagne le combat contre son handicap. Après sa carrière de judoka, il retourne vers son aire de jeu favorite, celle qu'il a dans la peau, la mer, toujours au pas de course. À la patte. Voilà, allez. Apéo, son ami polynésien, est l'un de ses guides. Leurs cultures sont si lointaines et si proches. Entre eux, c'est limpide. Voilà, le corps souplesse. Loin devant, allez. On est debout sur la planche, je suis le meneur. Lui, il est là, il est le moteur, moi je suis ses yeux. Voilà, c'est moi qui guide tout, j'observe l'eau, les rochers, tout ça, on pense pas à un rocher. Et le courant, j'observe beaucoup. Et puis, il faut lui dire aussi, attention, à des vagues qui arrivent à gauche, à droite, de l'arrière, le prévenir qu'il se prépare, voilà. Ensemble, ils cumulent les titres mondiaux en pirogue, en stand-up paddle et se dopent aux aventures extrêmes. Oh là 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 là. J'ai toujours été un battant. Après, le handicap, je pense, m'a forgé différemment. J'ai développé d'autres sens. Et surtout, je suis super exigeant avec moi-même. Et j'ai toujours besoin de me prouver les choses. Alors, il ne faut jamais me dire que c'est pas possible parce que je vais le faire. J'ai toujours besoin aussi de prouver des choses à ma fille. Je vais me battre pour tous les jours lui montrer que je suis capable de faire des choses comme les autres, voire même plus que les autres. Hey, lui, il nous tire dans tous ses délires, parce que c'est un gars qui est, il est à bloc de projets. Voilà. Des fois, on a du mal à le suivre aussi. Hein. Voilà. On a du mal même à le supporter. Hein. Voilà, il est juste en face. Il est là. Top. Hop. Petit homard ou pas homard? Homard ou pas homard? Oh la vache les mecs. 1, 2, 3, 4 homards. Ah ouais, on va bien manger ce midi. C'est ma vie ici, c'est mon terrain de jeu, je connais le coin mais comme ma poche. Le danger il est quasi inexistant, on part, on est en sécurité et on peut tomber à l'eau, c'est pas grave, on va pas se faire mal. Tu fais pas la même chose dans une grande ville, tu te casses la figure, forcément tu te fais très très mal. M'inscris aux courses pour qu'il y ait toujours un dernier. Ça rassure tout le monde. J'ai eu la chance de voyager un peu partout avec le judo. Et la Polynésie, ça reste mon gros coup de cœur, quoi, parce que nous, on lutte dans le monde du handicap pour justement effacer les différences. Dire que voilà, chacun est unique, chacun a sa particularité et qu'il faut arrêter justement toujours de pointer les différences. En Polynésie, il n'y a pas de différence, quoi. Tout le monde est au même niveau, quoi. Soit malvoyant, amputé, gros, maigre, tout est pareil, quoi. Il y a des chances que j'arrive d'ici quelques années à une cécité totale. Voilà, et puis c'est vrai que je n'épargne pas ma vue parce que être tous les jours sur l'eau, ça fatigue, la réverbération, tout ça, ça n'arrange rien, quoi. Après, voilà, on se retrouve un petit peu à la case départ, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison, on fait plus rien et on redevient con, ou tant pis, quoi. On n'a qu'une vie, quoi, et tant pis, on prend ce qu'il y a à prendre, et puis quand ça arrivera, quoi. Je pense que ça sera encore un nouveau départ, mais quelque part, voilà, il y a plein d'aveugles qui font plein de choses, quoi, alors pourquoi je pourrais pas le faire?
On n'a qu'une vie. Sébastien comme Chris ont besoin de suivre cette philosophie. Tous deux se sont révélés par le sport et se sont battus pour pouvoir effacer leurs différences. C'est quoi la qualité d'un bon kitesurfer ? Comment aujourd'hui on est un bon kitesurfer ? Comment on devient un bon Ouais. kitesurfer ? En s'adaptant. Il faut toujours se remettre en question en fait. Il y a énormément de paramètres dans le kite, le vent, le plan d'eau, l'aile évidemment. Donc tous ces paramètres-là, il faut les assimiler et essayer de les faire coordonner entre eux. Et cette remise en question, il y a quelqu'un qui t'a aidé ? Tu travailles tout seul là-dessus ? Comment ça se passe ? Alors j'ai un très bon ami qui s'appelle Franck, qui est mon partenaire d'entraînement, ici notamment dans la baie de Morlaix, on s'entraîne beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est un ancien régatier, vraiment un très très bon de windsurf en fait. Et c'est un pêcheur aussi, donc il a une très bonne lecture du plan d'eau, il a une très bonne notion des éléments, c'est un vrai waterman. Et je vais vous le présenter, il va pas tarder à arriver. Est-ce que cette adrénaline que vous offre le sport, c'est une sorte de drogue ? Vas-y. Bah ouais, non mais carrément, évidemment. La vitesse, le foil, la longue distance. Sensation. C'est naviguer dans les éléments. Ouais. Alors plus le vent est fort, presque plus c'est sensitif. Mais oui, c'est d'abord les sensations. C'est un sport à sensations, de toute façon. L'adrénaline. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qui est moteur, qui permet de se sentir bien ? T'en as envie toujours un peu plus. Ouais. Ouais, Et c'est ça. quand tu vas la chercher en fait. Et dans la vie de tous les jours, tu l'as pas. C'est dans le sport que tu as de l'adrénaline. Et il est toujours heureux, content. Tout va bien toujours pour lui. Il se plaint jamais. C'est un ami riche. Tu m'étonnes. Riche. Quand tu vois quelqu'un comme ça qui a quand même un handicap et qui en fait abstraction au quotidien, en fait, moi qui n'ai pas trop de handicap, en fait, ça m'apprend à faire abstraction de tous mes petits bobos, mes petits machins. Et puis en fait, tout va bien tout le temps, quoi. Et grâce à côtoyer Christophe, quoi. Et tu penses que pour une personne handicapée, c'est quoi la chose qu'elle redoute le plus dans le regard d'une personne totalement valide ? Justement, d'être considérée comme une handicapée, j'imagine. Et toi, c'est pas du tout ce que t'as, et c'est peut-être ce qu'il ressent aussi Chris avec toi, quoi. Je sais que des fois, ça m'est arrivé de dire « t'as oublié un gant, t'as pris qu'un gant ». Ah ouais. Et là, je fais « merde ». Voilà, le genre de truc, ça veut dire que je pense qu'inconsciemment, j'ai pas l'impression qu'il lui manque une main, quoi. Le handicap peut parfois même s'oublier. Les proches de Chris ne font plus la différence. Ceux de Sébastien non plus. Désormais, notre accro du paddle se lance un nouveau défi. Participer à une course où il est le seul malvoyant au milieu des sportifs valides. C'est haut? 50 cm. Il n'y a pas de cailloux devant? Non, c'est bon. Une drôle d'escadrille s'empare de la Rance ce matin. Une course de 105 km pour rejoindre Rennes à la rame. 2, 1, go! Allez, bon courage! Attends, ça passe. Attends. Ouais. À gauche.
Attends Seb, hein, parce que là ça va pas faire. Vas-y, c'est bon. Après le pont, ça tourne comment? Droite, gauche? Droite. Mais je pense qu'il faut rester bien au milieu du canal. Ah là, avec le soleil, je vois que les reflets, là, c'est tout gris. Et je devine les formes de la berge, mais essentiellement à droite. À gauche, là, je vois pas grand-chose. Donc je me cale sur Stéphane, en fait, qui est pile dans mon axe. Yep. Comme moi, j'ai pas de vision centrale, il faut que je tourne la tête, en fait. C'est comme ça que j'arrive à suivre son coup de pagaie. Et c'est lui qui me dit de garder la direction ou... Reste sur la gauche, hein, Seb. Là, on est à 14 km/h. Ah ouais? Je te jure, c'est un truc de malade. 14,7, 14,8. Le tandem est vraiment instable. Donc si j'arrête de ramer, Stéphane tombe à l'eau et vice versa. Et donc si on se retourne, on perd l'équilibre. Donc on ne sait pas où sont les autres. On ne sait pas s'ils sont à 2 mètres, à 20 mètres. Donc c'est pour ça, une fois qu'on est devant, c'est vraiment une course contre nous-mêmes, quoi. Reste à gauche. Parce qu'il y a un courant sur la gauche qui va nous arriver là. Et faut pas qu'on aille dans le contre-courant à droite. Après quelques kilomètres d'estuaire, le tandem a lâché ses poursuivants. Mais la course leur réserve sa particularité, 47 passages d'écluses qui vont mettre leur avance à rude épreuve. On va essayer de prendre ce qu'on peut avant les écluses. Parce que les écluses, en fait, pour débarquer à 2 et porter la planche, c'est super encombrant. Ah, je pense qu'on perd 1 minute par écluse. Donc pour être bien, il faudrait qu'on leur mette 1 heure, mais c'est pas possible. Autant prendre de l'avance avant. Hop. C'est la voiture. Là-bas. 9. Ok. Oh. Ça va? Ouais. Ça va, Seb? J'ai pas vu la voiture. T'as pagayé, c'est bon? Ouais. C'est quoi l'inconvénient d'être à deux? La fatigue, on la gère pas de la même façon. Parce qu'en fait, de derrière, on ne sait pas s'il est fatigué. En plus, on n'est pas du style à se le dire. Donc on donne toujours plus. Et du coup, c'est plus dur physiquement. Il faut vraiment y être habitué. Je vais pisser. Tu peux aller plus vite parce que la planche est plus longue et tout ça. Mais par contre, dès que tu n'alimentes plus, tu perds du temps. Donc du coup, voilà. Par contre, on vous laisse là. Il va nous rattraper, Seb. Allez. Go. Allez, go. Alors l'avance, elle va fondre. Pas Les sûr. écluses vont se rapprocher. C'est pas sûr. Allez. Go. Allez, go. Je peux plus courir. C'est pas grave. Allez, c'est bon, c'est bon. On sort où là? Je sais pas. Putain. De toute façon là, on peut pas lutter. On va faire sauter les écluses. Après 2 jours de course, Sébastien et Stéphane auront tout donné. Mais ils ne sont plus en tête. Ils vont finir 3e au classement. Mais pour eux, l'essentiel est ailleurs. La longue distance, c'est pas seulement une course, c'est un combat contre soi-même, quoi. On va apprendre à se connaître. Puis c'est bien d'aller se faire mal un petit peu, sortir de sa zone de confort. Des fois, on est sur le paddle, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On pourrait être tranquille en terrasse, là, en train de boire un coup. Et puis, à peine arrivé, on fait ça, et puis c'est reparti, quoi. On les applaudit. 105 km, 47 écluses à passer.
C'est idyllique, on part de la mer, on rentre dans les terres. Les gens sont super sympas sur le bord de l'eau et tout, il y a une ambiance terrible, quoi. Oh, ouais, pourquoi pas la refaire, mais peut-être un peu plus cool. Ou alors se faire un programme... Ouais, non, t'as raison. Non, on la refait pour la gagner l'année prochaine, si elle est là. Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce que je retiens de cette émission, c'est tout simplement qu'on a tous des peurs, qu'on a tous des failles, et on a souvent tendance à oublier qu'on peut les transformer, qu'on peut les dépasser. Je vais remercier Chris et Sébastien qui nous ont montré que c'était possible, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Littoral. Merci à vous.